Mercredi 12 octobre, il est 9h30, vous êtes les bienvenus dans Good Morning Mondial, chers internautes, et notre grand invité du jour est Toyota, avec vous Cédric Bormand, bonjour. Bonjour. Alors il y a une hécatombe chez vous, hein, ça ne devait pas être vous ce matin, ça devait être Ludovic Billiet, directeur marketing France. Qu'est-ce qui lui arrive? Malheureusement, il a une hernia, donc il n'a pas pu venir. Trop de miasmes sur le salon, c'est compliqué hein, quand on passe 16 jours comme ça, comme des poules en batterie finalement. Mais on veut vous donner envie de venir sur le mondial bien sûr. N'oubliez pas, chers internautes, jusqu'à 20h tous les jours et nocturne demain et vendredi jusqu'à 22h. Nous nous poserons la question dans l'écho des nouvelles mobilités et de leurs implications pour l'automobile avec vous, Nicolas Meillan, analyste nouvelle mobilité chez Frost & Sullivan. Bonjour Nicolas. Bonjour. En face de vous, Laure Wagner, vous êtes porte-parole de Blablacar. Bonjour Laure. Bonjour. Vous nous direz pourquoi la plateforme de covoiturage préférée des Français, ça c'est moi qui le dis, est présente sur le mondial alors que finalement vous n'avez toujours pas de voiture à vendre, hein, ou alors il y a un scoop qu'on a loupé? Non, c'est ça, on n'a pas de voiture à vendre. Bon. Et nous ferons le point dans les pros sur un métier méconnu, le recyclage automobile, les recycleurs automobiles, avec vous Patrick Poincelet. Vous êtes recycleur de votre état et vice-président délégué service au CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Bonjour Patrick. Oui, bonjour à tous. Et tout de suite, c'est l'actu dans Good Morning Mondial. L'Espagne, tout d'abord, présente un deuxième plan d'aide à l'achat pour les véhicules à énergie alternative. Ce plan se nomme Movea. Il y en avait déjà eu un en 2016 qui a bien marché. Le gouvernement espagnol reconduit donc un budget de 16,6 millions d'euros pour aider aussi bien les particuliers que les entreprises à acheter des véhicules à énergie alternative. Alors en chiffres, si vous êtes espagnol ou si vous avez la double nationalité, vous pourrez bénéficier d'une aide de 5 500 euros si vous êtes un particulier et de 4 000 euros si vous êtes une entreprise. Les modalités concrètes d'application de ce plan seront connues début décembre et surtout votées en Conseil des ministres espagnols. Et puis en Italie, le prochain salon automobile de Turin, c'est pas qu'on leur fasse de la publicité, mais il y a une innovation, il se tiendra en plein air ce prochain salon automobile de Turin du 7 au 11 juin 2017. Il devrait faire la part belle aux véhicules autonomes. L'entrée sera gratuite et ce salon donc en 2016 a accueilli 43 constructeurs, 12 centres de design, 650 000 visiteurs. C'est un salon qui monte et qui attend pour 2017 à peu près 700 000 visiteurs, donc en plein air. Et puis en Allemagne, le groupe Volkswagen annonce que son deuxième SUV, l'Arona, devrait être présenté au prochain salon de Francfort. C'est en septembre 2017. Vous le savez, sur le mondial, Seat lance l'ATK, qui est un SUV de gamme C. L'Arona sera un petit peu plus petit. Il fait partie des révélations de la marque Seat ces derniers jours, donc annoncé la semaine dernière en ouverture du mondial. L'Arona devrait venir concurrencer le segment, par exemple, du Nissan Juke. En France, Renault annonce une bonne nouvelle, une de plus, le recrutement de 1000 nouveaux collaborateurs en CDI d'ici la fin 2016, portant ainsi à 3000 le nombre de nouveaux collaborateurs recrutés en CDI entre 2015 et 2016. Déclaration de Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault. Avec l'accord signé en 2013, nous avons montré qu'un modèle social solide est un puissant soutien à la croissance du groupe. 3 ans après, tous les engagements ont été tenus ou dépassés. Aujourd'hui, Renault est plus fort en France et recrute à nouveau pour soutenir sa croissance et préparer l'avenir. Et on se souvient la semaine dernière dans Good Morning Mondial vous avoir annoncé une autre déclaration de Carlos Ghosn qui disait que les usines françaises de Renault étaient désormais pleines à 100% sur leur carnet de commandes. Et puis toujours en France, les ventes aux entreprises sont dynamiques depuis le début de l'année, mais elles se tassent. Alors c'est une nouvelle malgré tout relativement bonne, puisqu'à fin septembre, les ventes aux entreprises sont en croissance de 9,9%. Allez, 10%, c'est l'épaisseur du trait. Alors qu'à fin juin, elles étaient en hausse de 13,3%. Il faut savoir que le marché des ventes aux entreprises, aussi bien en véhicules particuliers qu'en véhicules utilitaires, est extrêmement dynamique et permet à la totalité du marché français une croissance de 5,7% depuis le début de l'année. Et puis sur le mondial,
Il y a de l'actu tous les jours. Prenez le volant pour découvrir la douceur et la fluidité de la conduite des véhicules électriques sur le centre d'essai du Mondial. Situé dans le pavillon 3, juste à l'entrée, le temps de quelques consignes et d'une démonstration, venez vous faire votre propre opinion en prenant directement le volant. C'était une animation qui a été très prisée en 2014, donc l'édition précédente, avec plus de 10 000 essais réalisés. Elle est donc reconduite sur cette édition, et pour cause, puisque les constructeurs ont largement fait progresser leurs véhicules. Exemple, Renault annonce une nouvelle Zoé avec 400 km d'autonomie. Volkswagen, ça sera pour plus tard, avec la nouvelle ID et son autonomie promise à 600 km en 2020, à partir de 2020. En tout cas, c'est le moment pour vous, visiteurs, de venir vous rendre compte de ces progrès sur cette animation qui est en partenariat avec EDF. Le Mondial qui se digitalise, c'est une première cette année. Vous pouvez découvrir le salon de chez vous en visite immersive et même sans casque de réalité virtuelle. Vous pouvez découvrir ainsi de l'intérieur tous les grands stands. L'immersion est totale. Vous pouvez ainsi circuler à l'intérieur des stands comme si vous y étiez. Vous le voyez sur les écrans autour de nous. Préparer votre visite ou revivre d'excellents moments de votre séjour au Mondial. Pour vous proposer cette expérience exceptionnelle, ce sont les équipes du groupe Argus de l'automobile, partenaires du Mondial, qui ont filmé pendant une nuit complète les stands du Mondial avec 10 caméras 360 degrés. C'était dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, et puis les montages ont eu lieu afin de vous proposer cette visite très addictive. Alors l'automobile rend addict, surtout quand les constructeurs nous proposent des modèles à la fois technologiques et séduisants. C'est le cas de Toyota, qui est notre grand invité. Avec vous, Cédric Bormand, qui remplaçait Ludovic Billiet. Merci d'être parmi nous ce matin. Nous allons découvrir tout d'abord votre stand et vos nouveautés, dont le très innovant et osé CHR, qui est osé au plan du design, on va le voir. Tout cela en images. Nous avons voulu raconter pas mal d'histoires et il y a pas mal de pôles spécifiques. En majeur, au centre, on a le pôle CHR, c'est notre nouveau crossover hybride qu'on veut mettre en valeur. Derrière le CHR, on a le pôle énergie future avec la Mirai à l'hydrogène, le concept FCV qui est un véhicule à hydrogène mais qui peut aussi générer de l'électricité pour en dehors du véhicule, pour recharger d'autres véhicules ou la maison, avec la Prius rechargeable toit solaire. Enfin, on a un pôle VU. Et ici, on a le pôle hybride, je dirais, donc avec le RAV4 hybride, l'Auris hybride, la Yaris hybride qui est produite ici en Valenciennes, donc en France. Et enfin, le pôle sport qui se trouve derrière la vague avec Gazoo Racing. Donc c'est le lancement marketing de la marque sport de Toyota, Gazoo Racing. Alors Cédric Bormand, le stand Toyota raconte beaucoup d'histoires aux visiteurs cette année. Tout à fait, donc on a pas mal d'histoires à raconter entre l'hybride, les énergies futures, le sport et la nouveauté, le CHR, bien sûr, la voiture qui nous rend très très fiers. Oui, effectivement, je crois qu'il y a énormément de visiteurs qui sont venus découvrir cette nouveauté, donc le CHR. Regardez. Le nouveau CHR, ici dans une livrée blanche, il est magnifique, un très beau design, très visité aussi. Très visité, on attendait avec impatience, il est là, en crossover au style différent de ce qu'on trouve dans le segment, avec des lignes très acérées. Une ligne de coupé aussi, c'est unique pour un crossover de ce segment. Et avec l'habitabilité dans segment C, SUV, crossover. Et aussi l'intérieur de qualité assez inouïe, je dirais, dans le segment. Ça, c'est un point important, effectivement. Toyota est toujours très sérieux, hein, et on a un véhicule là qui est complètement clivant. Tout à fait, donc c'est dans la lignée de ce que notre président Akio Toyoda veut rendre d'image de Toyota. Donc, remettre le sourire sur les visages des clients, et donc on a vraiment là le véhicule qui fait ça. Donc le retour des clients sur le stand sont dans ce sens-là, donc on voit beaucoup de gens avec des sourires quand ils voient la voiture, et voilà, ça nous fait du bien. Et puis Toyota, on n'oublie pas de le dire, a été leader pionnier sur les véhicules hybrides avec la Prius qui a été lancée en 1997, donc c'était il y a presque 20 ans. Pionnier également du véhicule à hydrogène avec la Mirai qui est présentée sur le stand. Votre pôle énergie future résume en quelque sorte l'épopée Toyota sur les énergies alternatives. On regarde. On parle beaucoup de la voiture partagée, mais là c'est vraiment l'énergie partagée. C'est un véhicule à l'hydrogène,
mais pas seulement qui roule à l'hydrogène, il partage son hydrogène. Donc la voiture, elle peut recharger d'autres voitures en électricité ou même la maison. Elle peut aussi servir de partage sur une borne hydrogène et donc d'être générateur d'électricité. Et enfin, il y a moyen d'enlever la pile à combustible, de la mettre à la maison et d'employer l'hydrogène qui est stocké à la maison. Donc c'est vraiment, c'est pas la mobilité du futur, c'est même la vision de partage d'énergie du futur de Toyota. Et comme vous le savez, on vient de commercialiser la Mirai en Europe. On a livré la première Mirai voiture à hydrogène à Air Liquide en France. Et c'est là vraiment où Toyota est partout sur toutes les énergies alternatives. Alors ce véhicule magnifique qu'on a découvert donc, est extrêmement innovant puisqu'il permet de partager l'énergie. Tout à fait, donc c'est un nouveau concept, c'est pas pour demain, c'est pour dans le futur, je dirais. Mais c'est vraiment la vision de Toyota, le véhicule n'est pas uniquement là pour déplacer les gens, mais aussi pour générer de l'énergie, pour transporter de l'énergie et pour transfigurer l'énergie entre l'hydrogène, l'électrique à la maison. Ça a toujours été une particularité du stand Toyota. On a toujours un démonstrateur qui donne à voir une vision du futur. Vous y tenez beaucoup à ce côté innovant. Innovant. C'est presque un stand d'ingénieur à chaque édition finalement. Voilà, donc Toyota c'est vraiment une marque d'ingénieurs, je dirais, donc de manufacturing. Donc bien sûr, il y a de la recherche, il y a 8 milliards qui est investi tous les ans en recherche et développement. Et donc, dans le monde, bien sûr. Pas Alors on rappelle qu'en Europe, la totalité des constructeurs français ont dépensé 29 milliards en recherche et développement depuis 5 ans. Donc l'automobile est consommatrice de recherche et développement et chez Toyota, vous le prouvez. Voilà, tout à fait. Donc comme vous l'avez dit, il y a 20 ans, on avait la Prius, et là, il y a maintenant la Mirai, et puis il y a la FCV Concept, donc on verra où on sera dans 20 ans. Alors la Mirai, c'est l'hydrogène. Elle a une esthétique qu'on jugera, que chacun jugera, mais l'important, elle a été livrée à l'Air Liquide, donc entreprise française leader mondial sur l'hydrogène. Tout à fait. Donc ça, c'était un événement. C'était il y a quelques jours. Oui, il y a quelques semaines, en effet. C'est la première voiture hydrogène commercialisée en France, vendue en France, je dirais. Après, pour l'instant en France, l'hydrogène ne se développe pas encore vraiment, donc la Mirai est commercialisée dans plusieurs pays en Europe. En France, on attend vraiment plusieurs stations hydrogène pour vraiment lancer la Mirai. Aujourd'hui, on n'a pas de réseau du tout de stations de recharge. On en a quelques-unes, donc il y en a une à Paris, au Pont d'Alma, oui. Et après il y en a une à gauche, une à droite, mais il n'y en a pas encore assez pour vraiment déployer la Mirai en volume. Alors qu'on n'a déjà pas terminé de développer un réseau de bornes de recharge électrique. Voilà, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça pose problème aux clients Toyota, ou d'ailleurs ça vaut pour les autres marques? Est-ce qu'il y a des freins à l'achat de la Prius classique, enfin des véhicules électriques Toyota? Les véhicules hybrides, le premier frein, à ces infrastructures. Voilà, tout à fait. Le premier frein sur l'hybride, c'est ce qu'il faut la recharger. Donc là, on a encore beaucoup de pédagogie à faire, nous, en tant que constructeurs hybrides, parce que bien sûr... Les gens croient toujours qu'il faut recharger. Ouais. Et donc, l'hybride Toyota, il ne faut pas la recharger, elle se recharge toute seule en roulant. Et donc, on communique beaucoup sur les 50% du temps de trajet en électrique, parce que l'hybride se recharge tout le temps. Et donc, on fait 50% du temps en milieu urbain et extra-urbain. Et avec la 4e génération hybride qu'on a sur la nouvelle Prius et sur le CHR, on fait même 50% de la distance en électrique. Oui, parce que vous avez lancé la Prius rechargeable, qu'on peut découvrir sur le stand également. Alors, quel est l'intérêt? C'est évidemment de fonctionner beaucoup plus longtemps en mode électrique. Voilà, tout à fait. Donc, Toyota est sur toutes les énergies alternatives, je dirais. Et donc, la Prius plug-in, donc Prius rechargeable qui sera lancée au printemps 2017. Elle promet 50 km d'autonomie en conditions réelles, et la nouveauté aussi, c'est que c'est une Prius rechargeable qui peut se recharger sans devoir la recharger, en fait, parce qu'il y a un toit solaire qui permet de recharger la batterie via le soleil, via l'énergie solaire. D'accord, toit solaire, mais aussi quand on dit rechargeable, ça veut dire qu'on peut la brancher sur le secteur. Celle-là, elle peut être branchée sur le secteur, et donc elle a une autonomie de 50 km en électrique. Autonomie supérieure, effectivement, donc, et sans doute performance un petit peu supérieure aussi. Performance écologique supérieur bien sûr aux hybrides conventionnels. Oui, parce que chez vous, quand vous parlez véhicule à énergie alternative, vous ne parlez pas de performance en vitesse ou en puissance, vous parlez de performance écologique. Tout à fait. Ouais. Les clients sont sensibles à l'écologie? Oui, tout à fait. Donc là, sur le stand, on a passé pas mal de temps sur le stand avec le CHR aussi. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de clients qui sont maintenant prêts à franchir le pas et de passer à l'hybride. Donc ça nous réjouit vraiment parce que la pédagogie commence à fonctionner, et surtout les gens recherchent ce plaisir de conduire, cette zénitude, et bien sûr l'écologie qui va avec le rejet de CO2, mais aussi de NOx et de particules fines qui est beaucoup moindre grâce à l'hybride Toyota.
On n'oublie pas que les motorisations hybrides équipent des véhicules de grande diffusion dans la gamme Toyota. Cela valait d'ailleurs bien un pôle complet sur votre stand, que l'on va découvrir tout de suite devant une Yaris qui a fière allure. Plus de 200 000 véhicules produits par an à Valenciennes, initialement pour l'Europe, mais maintenant aussi la Yaris s'exporte aux États-Unis depuis 2 ans. Et pour la France, très important, 30 000 voitures produites pour la France, vendues en France. 30 000 Yaris, ça fait 40% des ventes de Toyota en France qui sont produites en France. Oui, cette fameuse Yaris donc, qui fait travailler les salariés français, ça c'est tout à fait formidable, mais on oublie de dire qu'un certain nombre de Yaris sont vendus en hybride, beaucoup je crois, un gros pourcentage. Hein. Ben, chez nous c'est 50%, donc 50%. En France 50% des Yaris sont en hybride, donc ça fait 15 000 Yaris par an en hybride. Et donc ça fonctionne très très bien, ce qui fait que maintenant on est à 50% de ventes hybrides Toyota en France. Donc oui, sur la totalité des ventes de la marque. Hein. Vous êtes archi-leader. Hein. Je crois d'ailleurs, je me suis renseigné, vous vendez près de 75% du total des hybrides non rechargeables commercialisés dans l'Hexagone. Tout à fait. Vous êtes absolument en avance et vous en faites en plus un outil marketing. Oui, tout à fait. Ça fait 20 ans qu'on fait l'hybride. Maintenant, ça se déploie sur pratiquement toute la gamme. Et donc, vendre une hybride pour le vendeur Toyota et pour le client Toyota, c'est tout à fait normal. C'est rentré dans les mœurs d'acheter une hybride. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant des ventes de Toyota, donc premier constructeur mondial, souvent au coude à coude avec General Motors d'ailleurs, mais loin devant le groupe Volkswagen. Vous êtes en revanche beaucoup plus modeste en Europe qu'ailleurs dans le monde. Vous êtes dans le top 10 en Europe, mais vous représentez environ 4% du marché dans l'Union européenne. Qu'en est-il en France précisément? En France, c'est exactement la même chose. On est à 4% de part de marché. Oui. On est au-dessus de 5% en particulier, donc Toyota se focalise vraiment sur les particuliers et moins sur les loueurs courte durée, les démonstrateurs, etc. Donc oui, parce qu'il faut vous rappeler, chers internautes, que le marché de l'automobile, il est segmenté en un certain nombre de clients. Il y a vous, bien sûr, les particuliers, il y a les entreprises, mais il y a aussi les loueurs de courte durée, les véhicules fournis aux loueurs de longue durée, il y a aussi les véhicules de démonstration, alors ceux qui passent chez les concessionnaires et qui sont revendus ensuite en occasion. Le marché est extrêmement vaste et ce que vous nous dites est important. Vous ciblez vraiment et vous mettez les moyens commerciaux sur les particuliers. Voilà, tout à fait. Donc, c'est les ventes dites saines dans le groupe. Donc les ventes saines. Voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais. Les ventes zen même. Zen et saines, voilà, tout à fait. Et donc, bien sûr, particuliers et sociétés, c'est le focus de fin d'année. Donc, on veut aussi aller percer avec l'hybride les sociétés parce qu'il y a aussi une demande croissante chez les sociétés. Mais oui, et vous êtes relativement faible en vente à société. Hein. Voilà, vous pouvez progresser encore beaucoup on a beaucoup avec de marge ces de véhicules qui sont aussi des véhicules d'image, les hybrides. Tout à fait. 52 090 voitures exactement vendues des Toyota depuis le début de l'année dans un marché à 1 500 000 véhicules particuliers. Il faut tout de même souligner, on le disait, que vos ventes sont tout à fait bonnes auprès des clients particuliers. Là, vous représentez plus de 5%, c'est 5,2% du marché des particuliers. Alors, on va se permettre de vous donner un conseil, mais c'est un petit peu ce que vous disiez au début de l'émission. Finalement, est-ce que Toyota n'est pas encore jugé trop sérieux, trop japonais en quelque sorte? Alors, on a été fouiller le stand, mais c'était avec vous, hein, bon, donc ça ne sera pas une surprise. Et on a quand même déniché un scoop, le voici. Le lancement officiel en Europe de marketing de la marque Gazoo Racing, qui est la division sport automobile de Toyota, avec le fait qu'on revient en WRC, en rallye. Donc à partir de janvier, une Yaris WRC parcourra les rallyes du monde entier. Bien sûr, vous connaissez tous la TS050 qui a participé au Mans, qui a fini 2e au Mans. Mais vous auriez dû gagner le Mans. On aurait dû gagner le Mans, mais ce sera pour l'année prochaine, on espère. Et puis après, il y a aussi le GT86 Rally et le CHR qui a lui aussi participé aux 24 heures du Nürburgring. C'est vraiment la philosophie Toyota de participer aux courses automobiles, pas nécessairement pour uniquement gagner, mais aussi pour développer les gens et développer les voitures pour construire des meilleures voitures dans le futur. Et voilà, Gazoo Racing, ça c'est drôle. Pour l'international, c'est pas drôle, mais pour la France, ça fait rire. Ça fait rire. Alors, vous relancez donc cette marque sportive. Qu'allez-vous en faire pour le grand public? Pour le grand public, c'est surtout le retour au rallye WRC avec la Yaris Gazoo Racing. Gazoo Racing existe depuis plusieurs années donc au Japon, et là on veut vraiment l'internationaliser, et donc là ça revient dans la logique de Akio Toyoda, de plus d'émotions dans les voitures Toyota, plus d'émotions pour la marque, et donc on participe un peu partout dans le monde dans les courses automobiles, que ce soit le Dakar, que ce soit
au NASCAR aux États-Unis, que ce soit le rallye en Europe et bien sûr au Japon. Et donc le but, c'est vraiment de créer cette marque racing de Toyota, donc Gazoo Racing, qui est la marque sport de Toyota. Donc est-ce que cette marque va être déployée en concession avec par exemple une ligne d'accessoires, de vêtements de sport? C'est bien possible. C'est bien possible, oui. Vous citez souvent Akio Toyoda. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui décide chez Toyota? Non, il n'y a pas qu'une seule personne qui décide, bien sûr. Mais depuis qu'il a repris les rênes, corporate, hein, voilà, le patron, toujours. Depuis qu'il a repris les rênes de Toyota, il insuffle un renouveau, surtout en dynamisme et surtout le plaisir, que ce soit design, mais aussi conduite. Et donc voilà, ça se ressent sur tous les niveaux dans l'entreprise. Alors on termine sur la mise à disposition du grand public du nouveau CHR. Pour quand? Parce qu'on est impatient. Fin novembre, la voiture sera en concession, donc avec livraison de premiers clients dans la foulée. Donc, comme vous dites, on a beaucoup de demandes quand est-ce qu'il sera commercialisé. Donc, il est commercialisé depuis 2 semaines, il est au tarif. Et là, vraiment, dans quelques semaines, il arrivera en concession. Merci beaucoup, Cédric Bormand. Une petite réaction de nos invités. Est-ce que vous avez visité le stand Toyota? Tiens, c'est une question piège. Madame, messieurs. Vous ne l'avez pas visité? Ah bah, il faut absolument aller le voir parce que le stand Toyota, comme Blablacar d'ailleurs, est dans le pavillon 3. Voilà, non, avec 4. Ah, pardon, dans le pavillon 4, je suis en train de dire une bêtise. Un grand stand, très beau, vous l'avez découvert en images, avec ce nouveau CHR, avec les 4 pôles, avec Gazoo Racing, qui est à découvrir. Un petit peu au fond, un petit peu caché, comme une alcôve, mais c'est très sympa. Venez nous retrouver sur le mondial de l'automobile. Parlons maintenant de nouvelle mobilité, parce que, évidemment, les motorisations évoluent, mais les usages, vos manières d'utiliser l'automobile évoluent. On a l'autopartage, on a le covoiturage, qui vous permettent évidemment de partager les voitures. Alors, sont-ils des amis ou des ennemis du business automobile? Réponse tout de suite dans l'écho. Nicolas Meillan, Frost & Sullivan, vous avez un œil affûté sur les nouvelles mobilités que vous suivez en spécialiste. Alors, on entend par nouvelle mobilité en particulier toutes les plateformes Internet d'autopartage, donc comme Blablacar représenté ce matin par Laure Wagner. Je voudrais qu'on commence par un constat très simple, en se mettant à la place de monsieur et madame tout le monde. Il y a 30 millions de voitures, un peu plus même, qui circulent en France aujourd'hui. Et ces voitures sont à plus de 80% de leur vie à l'arrêt, stationnées. Renversant. Exactement, et là vous venez d'expliquer pourquoi on avait un problème de stationnement. En fait, et plus que les voitures, si on regarde l'infrastructure routière, en fait, qui est constituée des voitures et des routes, vous constatez que donc, les routes sont à l'arrêt 95% du temps, et les 5% du temps où elles circulent, ces voitures, les 5% du temps où elles circulent, elles sont remplies par 1,3 personnes. Ça, c'est le taux d'occupation, voilà, de la moyen. voiture, donc, ce qui fait à peu près 30%. Donc ça fait un taux d'utilisation de l'infrastructure, donc vous faites 5% fois 30%, qui fait 1,5%. Ah oui, c'est ça, par rapport au potentiel total d'utilisation des voitures. On a une infrastructure saturée parce qu'elle est sous-utilisée. Ouais. Et demain, vous faites 2 choses. Un, vous faites de l'autopartage. Vous pouvez monter de 5 à 40%. Ça se fait dans les entreprises, on partage la voiture, on peut monter à un taux d'utilisation de 40%. Et puis, vous pouvez aussi faire du covoiturage, où là, au lieu d'être 1,3, vous êtes 2 dans la voiture. Donc, ça fait 40%. Vous avez déjà les statistiques donc là-dessus chez Frost & Sullivan. Hein. Ah, 40% de taux d'utilisation. On peut faire du 40%, oui, sur de l'autopartage. Ouais. Dans les entreprises, ça se fait régulièrement. Et donc, ça vous fait un taux d'utilisation 40% fois 40%. Je fais le calcul. 16%. On a multiplié par 10 le taux d'utilisation de l'infrastructure sans rien faire, 0 €, 0 centimes, x 10. Et donc ça, c'est le problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ces solutions à la fois d'autopartage et de covoiturage qui, grâce à l'arrivée d'Internet, des smartphones géolocalisés, rendent ça beaucoup plus facile pour pouvoir partager soit le véhicule, soit le trajet. Alors on a aussi une segmentation des opérateurs de mobilité, hein, parce que on met un peu tout dans le même panier finalement aujourd'hui. Or, il y a des usages différents selon les besoins. Exactement. Et c'est très important quand on regarde la mobilité de différencier par exemple le trajet domicile-travail qui est contraint tous les jours pour aller au travail. Alors je connais une appli, moi, ça s'appelle Waze Up. Voilà, alors ça c'est juste un chiffre hein, pour les auditeurs. Aujourd'hui, 90% des gens qui vont au travail en voiture sont seuls dans leur voiture. Ouais. Taux d'occupation 1,05. Si vous augmentez ce taux d'occupation de 10%,
10%, ça veut dire on passe de 1,05 à 1,2. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 jours par semaine, on va tout seul au boulot, et le 5e jour, on y va avec un collègue ou on reste chez soi. Ça. Donc si on augmente de 10%, vous supprimez l'intégralité des bouchons en France. À ce point. Parce que la congestion en Ile-de-France, quand même, n'est pas à ce seulement... Si tout le monde faisait l'effort un jour par semaine d'aller au travail en voiture, je parle de ceux qui prennent leur voiture, bien sûr. Hein. Si tout le monde faisait l'effort un jour par semaine, on supprimerait l'intégralité des bouchons. Bah écoutez, vous êtes le Père Noël. Et ça, c'est... Non, c'est pas moi, c'est Julien Renard avec son application Waze Up, de covoiturage domicile-travail, qui est un peu différent de ce que fait Blablacar, où là, on est plutôt sur du trajet week-end, longue distance, vacances, et là, on est sur des distances d'ailleurs moyennes, je pense, de 300 km, si je dis pas de bêtises. Et là, donc, on adresse, en fait, à chaque fois, on adresse le goulet d'étranglement du transport. Oui, d'un côté, vous l'avez sur le trajet domicile-travail, et de l'autre côté, c'est les départs en vacances, où vous n'allez pas forcément retrouver un TGV avec des places, qui va vous coûter de toute façon trop cher. Et donc là, vous avez une infrastructure qui existe, qui n'est pas utilisée, et Blablacar, et Laure en parlera mieux que moi, va permettre de mieux utiliser le réseau de transport existant. Donc, en réalité, les différentes applications de covoiturage et d'autopartage, d'ailleurs, on en a aussi en entreprise, hein, permettent de résoudre finalement la congestion urbaine, et parce que c'est ça dont tout le monde souffre. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du covoiturage en entreprise, de l'autopartage en entreprise? Parce que ça, c'est un autre segment. Alors, l'autopartage en entreprise, ça existe depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est-à-dire, on parle de poules de voitures, voilà, qu'ils utilisent quand ils doivent faire le déplacement. Ça existe depuis plus de 15 ans. Hein. Et les premiers à avoir fait ça, c'est les constructeurs automobiles, bien sûr, hein, Renault et Peugeot. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir des poules pour une seule entreprise ou même partagées entre plusieurs entreprises. Et l'étape d'après, c'est de dire si on est capable de faire ça à son entreprise, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça chez nous? On habite dans un immeuble avec 7 appartements. Est-ce qu'on est obligé d'avoir 7 voitures, sachant qu'on va l'utiliser 5% du temps? La réponse est non. Et la solution est des sites comme WeCar ou comme Drivey qui permettent de faire de la mise en relation entre particuliers pour pouvoir partager à 3-4 ménages une voiture. Et aujourd'hui, vous avez d'ailleurs Valeo qui a annoncé en début de semaine un système qui permettra avec son téléphone, son smartphone, directement d'aller ouvrir les voitures. Et c'était un petit peu le problème de l'autopartage, c'est qu'il fallait se retrouver pour se passer les clés, etc. Aujourd'hui, ça va se faire encore plus simplement. Alors du coup, la question, évidemment, on imagine que l'autopartage, en faisant moins utiliser la voiture, si on poursuit le raisonnement, quelque part, c'est un peu l'ennemi des ventes automobiles, parce qu'elle pourrait réduire. Alors, dans les nouvelles mobilités, il y a l'autopartage, il y a aussi le covoiturage. Premièrement, le covoiturage, j'ai envie de dire que c'est plutôt l'ami. Parce qu'en fait, ça permet de remplir les voitures, donc ça permet de partager les frais, et donc les gens vont pouvoir, entre guillemets, garder leur voiture et pouvoir l'utiliser. Alors par contre, l'autopartage, effectivement, si on passe d'un taux d'utilisation de 5% à 40%, les gens vont se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément besoin de voiture. Et d'ailleurs, j'avais une discussion récemment avec BMW qui se demandait comment vendre plus de voitures électriques. Et ils se sont dit, bah, tiens, on va mettre notre BMW i3 en autopartage. Et donc les gens ont essayé la i3 en autopartage, ils sont rentrés chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas acheté une i3, ils ont vendu leur voiture. Il faut dire que c'est cher aussi, hein, les BMW. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, très bien ce que vous dites. Les gens qui utilisent Autolib, par exemple, ce n'est pas forcément des gens qui avaient une voiture, mais ça les a empêchés d'en acheter une. Est-ce qu'on n'est pas, pour finir, un peu trop parisien ou métropolitain au sens des grandes métropoles? Parce que finalement, les Français qui nous regardent et qui sont à la campagne, bien sûr. Pour eux, c'est peut-être un peu du chinois, tout ça. Il y a un biais très fort, on se rend compte, et la grande tendance, c'est que dans les grandes villes où vous avez des alternatives qui existent, la voiture individuelle n'aura plus sa place. Donc, elle va être chassée des grandes villes. Quand vous pouvez prendre un vélo électrique, un scooter électrique. C'est là qu'ont lieu les problèmes de congestion de toute manière. Exactement. C'est pas à la campagne. Et donc à la campagne, effectivement, alors certaines personnes pensent qu'on aura peut-être des voitures autonomes qui permettront d'aller chercher les gens qui ne peuvent plus conduire, mais c'est un horizon un peu plus lointain. C'est un horizon beaucoup plus lointain, effectivement. Alors justement, on ne voudrait pas vous frustrer, Laure Wagner, parce que vous nous écoutez depuis au moins 5 minutes discuter de votre métier. On poursuit tout de suite cette discussion, c'est dans la conso. Et oui, on est en train de rire sur le plateau parce que, Laure, vous nous dites que Nicolas Meillan a déjà tout dit quelque part. Bon, merci d'être là avec votre sourire ce matin. Pourquoi est-ce que vous exposez au mondial? Parce que c'est ça l'info finalement.
En fait, on a deux métiers chez Blablacar. D'abord, on fournit un service, un site web, une appli de covoiturage. Elle est très pratique, elle est gratuite, etc. Mais on a un autre métier, c'est de sensibiliser à la pratique du covoiturage. Donc, d'où notre présence ici. C'est qu'on peut se féliciter d'avoir déjà 35 millions de membres sur Blablacar. Dans le monde ou en France? Dans le monde. Dans le monde, oui. Non, en quand France, même, c'est combien? Oui, parce que je ne vais pas vous le dire en France. C'est plusieurs millions, mais on n'a pas les chiffres exacts. Ouais. Mais donc notre présence ici, c'est pour convaincre les conducteurs qui ne se sont toujours pas mis au covoiturage de tout l'intérêt de le faire. Donc si vous visitez notre stand, vous verrez qu'on met à la fois l'accent sur la partie économie financière, bien sûr, mais aussi l'expérience, la confiance. Et on a affaire à des conducteurs qui ont encore le doute de mais avec qui je vais partir, est-ce que je peux avoir des infos sur les passagers, etc. Donc on fait beaucoup de pédagogie. Oui, tout à fait. Et vous avez sur votre stand qui est dans le pavillon 3 un Blabla Team qui est là pour faire cette pédagogie justement. Oui, c'est la vraie équipe Blablacar, c'est pas des hôtesses embauchées pour l'occasion. Pas de blabla, des résultats donc. Mais en réalité, Blablacar est entré dans les mœurs finalement. Hein. C'est une pratique qui est entrée dans les mœurs pour l'ensemble des Français, enfin pas tout à fait l'ensemble des Français, mais beaucoup de gens utilisent votre appli. Et d'ailleurs, vous avez mené une étude récemment qui dit plusieurs choses importantes. Et je les ai notées, retenues, ça m'a effectivement interpellé. D'abord, les conducteurs sont essentiellement des cadres. Donc fini le temps des étudiants qui arrondissent leur fin de mois. Alors, ils arrondissaient pas leur fin de mois, ils faisaient des économies. On ne peut pas faire de bénéfices. En faisant des économies, on peut arrondir ses fins de mois. On dépense moins. Alors, non, effectivement, à nos débuts, les premiers utilisateurs étaient beaucoup étudiants. Aujourd'hui, j'ai envie de dire la surprise, pas tellement, mais ils ont adopté les premiers, mais aujourd'hui, les étudiants ne représentent plus que 27% de nos membres. Et comme vous le disiez, les conducteurs sont majoritairement des cadres. Ouais. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a 10 ans. Au début, c'était marginal que les étudiants. Et aujourd'hui, on est devenu mainstream, comme on dit en anglais, très populaire. Tout le monde s'y met. Vous êtes entré dans le flux. Exactement. Et du coup, d'où notre présence ici aussi, c'est qu'on vient toucher aussi des conducteurs un peu plus âgés que la moyenne d'âge sur Blablacar, qui est de 34 ans, pour les convaincre à leur tour de se mettre au covoiturage. Mais ils connaissent, hein, leurs enfants leur en ont parlé déjà. Oui, tout à fait. Mais j'ai déjà pris une voiture en tant que passager avec un cadre. Dont l'intérêt c'était qu'il ne voulait pas faire le trajet tout seul entre Nantes et Paris, et j'ai utilisé donc son véhicule en tant que passager, donc je me retrouve bien dans vos statistiques. Et puis au niveau des passagers, 2/3 sont des actifs. Alors ça c'est important aussi. La majorité des passagers ont eux-mêmes une voiture et la laissent au garage. C'est ça qui est incroyable. Ça rejoint ce qu'on disait avec Nicolas Meillan. C'est la modernité de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut avoir le permis de conduire, on peut posséder une voiture, et pour autant, on ne fait pas tous nos trajets en voiture individuelle, seul à bord. On peut se poser la question de est-ce que j'ai besoin de ma voiture au bout? Oui. Non. Bon, je peux être passager, comme ça fait une voiture de moins en circulation. Oui. Et puis alors l'âge moyen des nouveaux membres en 2015, c'est 34 ans. 36% ont plus de 35 ans, ce qui est mon cas. Et 5% de la communauté, ça ne se voit pas, merci beaucoup, et 5% de la communauté a plus de 60 ans. Donc on a effectivement toutes les tranches d'âge représentées. Tout le monde utilise Blablacar. Oui, tout le monde est représenté, mais on est encore loin de toucher tous les automobilistes. Moi, j'ai un chiffre qui me marque beaucoup, c'est qu'en Europe, et en France, c'est à peu près pareil, 76% des trajets longue distance, donc entre 100 et 800 km, donc les départs en week-end et les départs en vacances, sont effectués en voiture. Et on parlait tout à l'heure du taux de remplissage des voitures. Donc on est loin encore de toucher 100%. Pardon, j'ai un petit souci de voix ce matin. Ah oui, on est loin de toucher tout le monde. Donc on connaît un certain succès populaire, mais si vraiment on veut avoir un impact et changer, vraiment voir la différence sur les routes, il faut aller encore plus loin. Il faudrait qu'en fait tout le monde, tous les conducteurs, tous les automobilistes aient le réflexe à chaque fois qu'ils s'apprêtent à faire un trajet longue distance de proposer leur place libre sur Blablacar. Alors vous dites on est mainstream, on est dans le flux majoritaire. Pourquoi n'avez-vous pas développé une segmentation finalement de vos offres? Pourquoi n'est-ce pas vous qui avez fait ce qu'a fait Waze Up? Alors figurez-vous qu'on l'a fait. Mais et figurez-vous, je n'osais pas le dire. En fait, Blablacar sert aux deux types de covoiturage. Donc pour rappel, il y a le covoiturage longue distance, c'est ce qu'on fait, 300 km en moyenne pour partir en week-end, en vacances avec des passagers à bord au lieu d'avoir des places libres. Et le covoiturage courte distance, 20 km en moyenne pour le matin, le soir. Il se trouve que personne ne clique sur je propose mon trajet domicile-travail. Parce qu'il y a beaucoup de freins sur cette pratique-là. Les gens n'ont pas envie de changer leurs habitudes au quotidien, de se détourner de leur trajet le plus court. Ils ont peur d'être en retard le soir, etc. Donc il y a encore beaucoup de freins psychologiques et pas technologiques.
voilà, nos membres nous disent qu'ils s'y mettront quand l'essence aura augmenté encore un petit peu. Il ne faut pas nous souhaiter ça. Nicolas Meillan, vous souhaitiez réagir? Oui, non, je pense que la différence entre ce que fait Blablacar et ce que fait WazeUp, par exemple, c'est que Blablacar, c'est vraiment une plateforme, entre guillemets, C2C, hein, du conducteur au conducteur, voilà. Alors que Julien Honard, avec WazeUp, lui, il allait cibler les entreprises et il allait se développer par les entreprises pour créer un réseau de covoiturage courte distance. Et c'est là où il a créé la différence et où il peut déployer sa solution. Il a quand même en face de lui un concurrent qui s'appelle Waze, qui est juste Google, et a priori, il y arrive mieux qu'eux, alors qu'ils sont peut-être une dizaine de personnes en France. Donc c'est quand même assez intéressant. Cédric Bormand, chez Toyota, on s'intéresse beaucoup à toutes ces formes de mobilité. Est-ce que vous êtes assez silencieux sur le stand sur ces questions? Avez-vous des partenariats avec des applications de covoiturage? Est-ce que vous partagez les Toyota entre vos clients? Oui, on est actif sur plusieurs segments là-dessus. Donc on a des partenariats avec Communauto par exemple. On a aussi, je crois que Nicolas voulait en parler, à Grenoble, on a la iRoad qui est en projet de test. Donc c'est la voiture pour le dernier kilomètre, donc un véhicule tricycle électrique. Donc il y a pas mal d'initiatives. Aux États-Unis, il y a une initiative avec Uber. Donc voilà, donc ça, je dirais que tous les constructeurs se lancent là-dedans et oui, ça bouge fortement. Vous n'avez pas investi dans des startups des nouvelles mobilités chez Toyota? C'est la différence avec les constructeurs français, par exemple. On n'a pas investi dans les startups de nouvelles mobilités. On a investi dans pas mal d'autres, je dirais, segmentations là-dessus. Et c'est surtout aux États-Unis et au Japon que les investissements se font pour l'instant. Bon, et l'Europe suivra, comme toujours, voilà, avec Toyota. Ensuite, mais avec des choses qui marchent, effectivement. On termine avec vous, Laure. Est-ce que vous considérez finalement que le covoiturage peut être une menace pour l'automobile ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est complémentaire parce que justement, le covoiturage repose sur l'automobile et je pense que l'automobile, malgré ses défauts de pollution actuellement, c'est en train d'évoluer, on va avoir des nouvelles motorisations, etc. Et la voiture, c'est quand même un outil formidable pour aller partout où on veut, en complète liberté, etc. Donc le covoiturage permet d'optimiser l'existant, d'optimiser la voiture, même la voiture de demain, parce qu'on sera compatible, nous, avec la voiture autonome, on sera compatible avec tout type de motorisation. Juste, on se projette un petit peu dans 10 ans, voiture autonome, Blablacar, notre métier, c'est pas forcément de mettre en relation des conducteurs avec des passagers, c'est de mettre en relation des gens qui vont au même endroit, oui, tout à fait, dans un véhicule. Donc si le véhicule est autonome, on pourra le partager via Blablacar quand même. Blablacar, c'est une longue histoire déjà, 10 ans. Vous étiez la première salariée, je crois, de Blablacar, c'est ça? Oui, j'ai eu cette chance d'être la première collaboratrice du fondateur, Frédéric Mazzella. On a parfois des inspirations géniales dans la vie. Hein, j'ai bien fait. Alors retrouvez Blablacar, chers internautes, pavillon 3, allez A et discutez bien sûr avec le Blabla Team. Utiliser davantage sa voiture, c'est nécessaire et le potentiel est énorme puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais une auto vit très longtemps. C'est un bien durable, plus de 19 ans et en plus on la recycle en fin de vie. On en parle tout de suite, c'est dans Les Pros. Avec vous, Patrick Poincelet, recycleur automobile, vice-président délégué service du Conseil national des professions de l'automobile. Alors, vous êtes un acteur, un métier, recycleur, tout à fait déterminant, qu'on connaît très peu, finalement, dans l'obligation de recyclage qui est faite aux constructeurs automobiles. Oui, puisque nous sommes le dernier maillon de la filière, nous bouclons, hein, puisqu'on est le dernier maillon de la vie d'un véhicule, et on est le premier, puisque de quelque part, on recrée de la matière première qui rien va permettre... Rien ne se fait, rien de secret, tout se transforme dans l'automobile. Absolument, on est bien dans une économie circulaire, et oui, on est donc tout à fait dans ce maillon, mais c'est un très vieux métier, donc il n'a fait que de s'adapter aux évolutions modernes. C'est un très vieux métier, c'est-à-dire qu'il est aussi vieux que l'automobile, finalement. Même plus ancien. Même plus ancien, oui, puisque je m'amuse toujours à expliquer qu'en 1648, le roi Louis XIV avait rédigé un édit pour débarrasser les coches abandonnées dans la ville de Paris. Donc il y avait bien déjà, à un moment, il fallait bien se séparer des véhicules. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, combien de recycleurs en France Alors malheureusement, nous sommes en train d'en perdre, hein, puisque aujourd'hui, la conjoncture économique étant très compliquée, l'équilibre économique étant compliqué, je rappelle que c'est une filière qui n'est ni aidée ni subventionnée, oui, donc elle doit être économiquement viable, puisque nous avons perdu 8% des acteurs sur l'exercice 2015. Donc c'est énorme. Et au total, on est autour de 1650 acteurs en France. 1650 acteurs, combien de voitures et de véhicules utilitaires légers sont emmenés chez vous chaque année? En fin de vie.
En fin de vie. Donc aujourd'hui, dans la filière légale, puisque malheureusement la France détient... Alors, il n'y a pas que la France, hein, l'Europe en général, hein, puisque aujourd'hui on a des travaux au niveau de la Commission européenne pour supprimer cette filière illégale, puisqu'aujourd'hui, plus de 40% des véhicules vont dans la filière illégale en France. Oui. Donc c'est compliqué. Alors, mais on détruit quand même, dans la filière légale, 1 100 000 véhicules chaque année. 1 100 000, donc, et ceux qui partent ailleurs, environ autour de 5 à 600 000. Alors on ne va pas effrayer tout le monde, hein, ils ne sont pas abandonnés dans des champs ou dans des forêts. Ils sont simplement travaillés au noir, ces véhicules. Alors, ils sont travaillés au noir, mais surtout ils ont deux problèmes. C'est qu'ils ont un problème administratif, déjà, puisque le véhicule ne sera pas détruit administrativement, donc avec toutes les conséquences juridiques, fiscales et pénales, et environnementales d'ailleurs. Et surtout, effectivement, ces acteurs ne sont absolument pas contrôlés. Nous sommes une filière absolument très contrôlée. Mais oui, vous êtes une filière très contrôlée. Très contrôlée, sérieux. Très contrôlée. Nous donnons des informations, puisqu'on est extrêmement précis. Aujourd'hui, quand on parle de l'âge moyen de fin de vie des véhicules. Pourquoi? Parce que tous les ans, nous faisons une déclaration à l'organisme de l'ADEME, donc le gestionnaire pour l'État des informations, l'Agence de l'énergie et de la maîtrise de l'environnement. Donc nous donnons des informations avec la date de première mise en circulation des véhicules, ce qui fait qu'on sait d'une façon précise l'âge moyen de fin de vie des véhicules en France. Alors quel est-il cet âge? Alors il vieillit tous les ans, puisqu'en 2014 il était à 19 ans. Si on extrait les véhicules morts accidentellement, puisque accidentellement on descend à 17 ans et demi, mais si on supprime ces véhicules accidentés, si on prend de la belle mort, ceux qui roulent et qui meurent de leur belle mort traditionnelle, normale, on est à 19 ans et on passera certainement 20 ans entre 2015 ou 2016. Donc c'est énorme, je crois que c'est important parce que quand on est dans un mondial, et là on a autour de nous des gens qui parlent, et des jeunes entre autres, qui parlent de nouvelle mobilité, nouvelle énergie, eh bien il faut penser qu'un véhicule va durer 20 ans et que le renouvellement du parc va s'effectuer sur 20 ans. Et c'est très lent, effectivement. C'est pour ça qu'on a du mal, effectivement, à faire progresser la réduction des émissions, parce qu'on remplace, je crois que le parc met 18 ou 19 ans à être à peu près totalement remplacé. Donc, si on est sur une 20 ans, on est sur une boucle de 20 ans. On est à peu près sur une boucle de 20 ans, effectivement. Après, il y a les obligations de recyclage des constructeurs, parce que vous êtes finalement les opérateurs, mais il y a une directive européenne qui dit que, je crois, les constructeurs doivent recycler quasiment totalement aujourd'hui leurs véhicules. Oui, parce que c'est un des produits de consommation les plus recyclés, l'automobile, puisque nous sommes liés à une directive européenne qui est parue en 2000 et qui oblige les constructeurs à recycler les véhicules en Europe à 95% de leur masse. De leur masse, c'est-à-dire leur poids total. Oui. C'est fabuleux. Voilà. Et aujourd'hui, vous en avez à peu près... la France n'est pas le mauvais élève, hein, contrairement à ce que l'on peut penser. Bien meilleur que nos voisins d'outre-Rhin, qu'on dit toujours étant les bons élèves. Nous sommes meilleurs en France. Et toc, en passant. Oui, ça au moins c'est dit. Ah non, mais on vous sent motivé. Hein. On me connaît bien sur le sujet, je crois. Et aujourd'hui, nous avons à peu près un peu plus de 20% des acteurs qui atteignent 96-97% de taux de recyclage en France. Et la moyenne, aujourd'hui, le taux moyen, en 2014, donc on progresse tous les ans, on était à 92%. Donc on était quasiment au taux imposé par Est-ce que l'on ne recycle pas, on le réemploie? Ce sont les pièces de réemploi. C'est la deuxième partie de votre métier. C'est la première. Je ne cache pas qu'on vit principalement de la pièce. Financièrement, l'équilibre économique se fait sur la pièce de réemploi. Oui, mais ça, les Français, encore une fois, ne connaissent pas, ou très peu. Hein. Donc, on peut prélever des pièces d'occasion qui sont en très bon état, qui sont garanties, qui sont contrôlées. Voilà. On fait un certain nombre de produits. Voilà. Et il y a même, dans la loi de transition énergétique, un article qui demande aux réparateurs d'utiliser chaque fois que c'est possible ces fameuses pièces de réemploi. Alors, elle va donc rentrer en application le 1er janvier 2017, et je pense que dans l'automobile, ça va être une véritable révolution culturelle. Hein. Même si économiquement, ça ne va pas peser très lourd, puisque notre marché pèse 2% du marché sur le plan économique. 2%, même si on double, on passera à 4%, ce ne sera pas quand même sur le marché de la pièce détachée, ce ne sera pas énorme. Mais par contre, ça va être une véritable révolution culturelle. Pourquoi? Parce que ça va être la première fois qu'un produit de consommation, les professionnels, au moment de travailler ce produit, auront l'obligation de proposer à tous les consommateurs
tous les utilisateurs de véhicules. Deuxième choix. Le choix de la pièce de l'économie circulaire. Bah oui, mais c'est tout à fait logique, puisque le parc, à 9 ans à peu près, le parc circulant en France... L'âge moyen. L'âge moyen du parc, effectivement. Oui, c'est pas pareil que la durée de vie. La durée de vie. Pour ça, ça veut dire que beaucoup de gens possèdent des véhicules anciens et qu'il leur faut une proposition. Exactement. La pièce d'occasion pour un véhicule d'occasion. C'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est qu'on a bien vu d'ailleurs sur la prévente automobile, et si on s'intéresse à la prévente automobile, pendant très très longtemps, on a dit, et vous êtes tous les journalistes spécialisés le disaient aussi, et tous les spécialistes le disaient, on pensait que les mécaniciens réparateurs automobiles, les petits garages de campagne, les petits garages sans marque, allaient disparaître. Hein, il y a une dizaine d'années encore, on disait tous, de toute façon, vu la technologie, vu tout ça, ils allaient disparaître. Ils sont des voisins utiles, ces gens-là. Sauf que, justement, si on a pu tenir ces propos parce qu'on ne connaissait pas l'amplitude de vie des véhicules. Mais justement, aujourd'hui, les véhicules vont dans un réseau primaire dans les 5, 7, 8 premières années. Par contre, la deuxième partie de vie du véhicule, ils vont justement sur ces petits mécaniciens réparateurs et les centres auto. Et c'est là que vous intervenez, bien sûr, vous, les recycleurs. Cédric Bormand, les Toyota, ça dure longtemps? Ça dure très longtemps, oui. Donc, on n'a pas de problème de longévité du véhicule. Donc, les Toyota sont connus pour leur qualité. Difficile, plus difficile à recycler que les autres? Non, c'est pour plaisanter. Hein. Non, pas plus. Hein. Aujourd'hui, tous les véhicules, on va avoir plus de soucis avec les véhicules électriques, hein, puisque l'équilibre économique va être très compliqué. Sur les hybrides, sur les hybrides aussi, un peu plus. Toujours le problème de la batterie. Le recyclage de la batterie qui va être un véritable problème économique. Ah bah voilà, vous n'aviez pas pensé à ça chez Toyota? Si, parce que depuis le lancement de la Prius, bien sûr, on a des partenariats avec des recycleurs, donc comme Umicore, qui est très grand et très connu d'un point de vue recyclage de minéraux, etc. Donc, bien sûr, ça fait partie du développement de déjà réfléchir à comment recycler la voiture. Bon, les constructeurs sont responsables. Ouf. Merci beaucoup, Patrick Poincelet, de nous avoir présenté votre métier. Je vous propose de découvrir tout de suite les bons plans du mondial. Les bons plans du mondial, c'est rêver, par exemple, en découvrant les concept cars. Notre reporter Johanna vous a posé sa good question du jour. Les concept cars, c'est quoi pour vous? Il existe ici des voitures qui sont incroyables, qui n'existent même pas. C'est les concept cars. À quoi ça sert les concept cars? Mais c'est incroyable. C'est le sapin de Noël en dessous, il y a cette voiture. Regarde des gens là autour. Tout un paquet de tagada. Et même les petits, ils commencent tôt. Hein. Ça va? Je vous dérangeais pas? Pour toi, ça sert à quoi les concept cars comme celle-là? Je sais pas trop. Ça fait rêver quand même. Ouais. Mais c'est cher. C'est cher? C'est ça le problème. Mais ça va, papa peut-être peut t'offrir une voiture comme ça, non? Non, il a déjà une Ford Mustang, donc... Un concept car, c'est aussi fait juste pour rêver et pour montrer le talent des designers des marques un peu. Faire rêver l'avenir de l'automobile. Ça préfigure ce qui va se passer sur l'automobile de demain. J'espère qu'un jour on roulera dans des voitures un peu... dans des vraies voitures du futur, ouais, quand même. Ouais. J'adore les couleurs des 60, les années 60. On m'expliquait que c'était plus par rapport à l'amour entre le masculin et le féminin, mais enfin, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup le mélange des textures et puis le contraste entre ce qui brille et puis ce qui est plutôt mat. Je me demande si j'ai pas déjà vu un peu le concept car en question là, mais bon. La magie de la concept car. Only you can make the world seem right. Only you can make the darkness bright. En tout cas, les concept cars, ils sont innovantes, ils sont technologiques, ils sont belles, ils sont moches. Mais le plus important, elles font rêver.
Elles font rêver ces voitures, venez les découvrir au Mondial tous les soirs jusqu'à 20h, jeudi et vendredi, nocturne jusqu'à 22h, et puis le Mondial c'est jusqu'à dimanche. Et à ce sujet, savez-vous que vous pouvez aussi négocier l'achat d'une voiture neuve directement sur le Mondial? Et oui, vous pouvez visiter bien sûr, comme 80 000 personnes chaque jour, un stade de France plein chaque jour au Mondial, et puis d'un seul coup c'est le coup de cœur. Alors que se passe-t-il alors? Eh bien certains constructeurs font venir leurs forces commerciales, le plus souvent ce sont des vendeurs des concessions d'Île-de-France, pour effectuer les réservations des clients. Oui, ce ne sont pas des commandes, ce sont des réservations et qui se concrétiseront ensuite en concession. Chez Hyundai, par exemple, 35 vendeurs issus des concessions franciliennes se relaient pendant les 16 jours du salon. La marque aurait enregistré plus de 300 réservations de visiteurs pour acheter une voiture neuve. Citroën aussi a décidé de vous proposer de réserver une auto sur son stand. Il y a 2 ans, le salon avait pesé l'équivalent de 3 semaines d'immatriculation chez Citroën. Chez Renault et Peugeot, on a de magnifiques espaces réservés aux clients, des sortes d'espaces VIP, vous savez, un peu secrets, mais où vous êtes très bien traité. On vous offre une boisson, un café, et puis bien sûr, vous avez le droit de commander une voiture, enfin de réserver effectivement. Rien ne se fait sur un coin de table. Et chez Mercedes, par exemple, on a mis les petits plats dans les grands. Le stand dégaine ses Star Experts. C'est un nouveau profil de conseillers qui savent tout sur les aides à la conduite, les systèmes d'infotainment qui foisonnent dans leurs autos. Et chez Toyota, Cédric Bormand, on a des vendeurs sur les stands qui vous entraînent derrière pour tenter de vous vendre une voiture? Non, on n'a pas de vendeurs chez Toyota. On a des vendeurs chez Lexus, mais chez Toyota, on ne vend pas sur le stand cette année. On prend des réservations sur le CHR et on les emmène en effet dans le lounge CHR. Dans le lounge CHR, ouais, tout à fait. Attention, qui est situé derrière Gazoo Racing. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on passe d'abord, on a un petit univers course et puis après, on est bien chez Toyota. Voilà, tout à fait. Enfin, c'est pas un piège, hein, on est consentant, on aime les voitures. Vous avez beaucoup de réservations clients sur le CHR, justement? Oui, donc en effet, il plaît énormément et donc c'est vraiment la très très bonne surprise du mondial pour nous, c'est le retour client sur le CHR. Donc on est très confiant pour le lancement commercial fin d'année. Et retrouvez donc, chers internautes, Toyota sur le pavillon 4, cette fois-ci je ne fais pas d'erreur, jusqu'à dimanche soir 20h. Le Mondial vous accueille avec toutes ses animations. Il y a le rallye jeune, il y a la piste d'essai voiture électrique. Chaque jour sur les grands stands du Mondial, il y a toujours une animation. On fait la fête sur le Mondial. Venez nous retrouver. Merci beaucoup à nos invités, Laure Wagner, vous Cédric Bormand bien sûr, Nicolas Meillan, Patrick Poincelet. À 11h, on retrouve mon complice Laurent Meillot qui est notre gourou de la techno dans Autotechno. Je vous dis bye bye et à demain 9h30 dans Good Morning Mondial.